Alerte au sommet, Issa Chiroma défie Paul Biya en plein jour, le geste qui fait trembler et tout dit. Mesdames, messieurs, attachez vos ceintures. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple information. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un bruit de couloir. Non, 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 c'est un tremblement de terre politique, un vrai séisme institutionnel qui secoue le Cameroun comme un seau d'eau pendant une dispute familiale. Parce qu'au moment même où le pays pensait avoir déjà tout vu, tout entendu, tout vécu, voilà qu'Issa Chiroma Bakary, oui, le même là, ancien ministre, porte-parole du gouvernement, homme de mille vies politiques, se lève et défie Paul Biya avec les symboles mêmes du pouvoir de Paul Biya. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un geste. C'est une provocation. Une gifle politique en haute définition. Et mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire la vérité nue. Ce que Chiroma vient de faire là, ce n'est pas un simple mouvement. C'est le genre de geste qui, dans un autre pays, ferait qu'on coupe la connexion Internet de tout le territoire pendant 3 jours. Regardez seulement autour de vous. Les murs d'Etoudi vibrent. Les conseillers présidentiels avalent leur salive de travers. Les colonels respirent en 4 épisodes. Et même les astrologues du quartier trouvent que les étoiles du système sont mal alignées aujourd'hui. Vous pensez que j'exagère? Mes frères, quand un homme qui a passé des années à défendre un régime se met soudainement à brandir les symboles de ce même régime contre le régime, ce n'est plus de la politique. C'est une déclaration de guerre silencieuse. C'est comme si un lion décidait soudainement d'enseigner aux gazelles comment fuir le danger. Le désordre est total. Alors ne partez pas, hein. Parce que ce reportage n'est pas une simple vidéo. C'est une plongée au cœur d'un secret d'État, une exploration des couloirs où les vérités marchent pieds nus pour ne pas faire du bruit. Chaque mouvement, chaque symbole, chaque image, chaque silence même, est un message codé. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la succession, sur les alliances, sur les trahisons, sur les tensions à l'intérieur même du pouvoir. Mais avant d'ouvrir cette boîte à tonnerre, faites-moi un petit geste patriotique. Likez la vidéo, abonnez-vous, et surtout activez la cloche. Parce que sur Kame News, on ne vous donne pas l'actualité fade comme bouillie sans sucre. Non. Ici on vous sert la réalité chaude, pimentée, croquante, croustillante et surtout sans filtre. Installez-vous. Respirons ensemble. Parce que ce que vous allez entendre, n'a absolument rien de banal. Partie 1. Le Cameroun dans le noir, mais les vérités éclairent tout. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous d'abord. Posez vos téléphones, éteignez vos discussions sur WhatsApp, faites taire les enfants un moment. Parce que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas seulement la politique, c'est un feuilleton, un théâtre, une comédie mélangée à un drame, le tout servi avec piment rouge non dilué. Quand Kanto est allé à Paris ouvrir la bouche devant les Camerounais de la diaspora, ce n'était pas une simple sortie. Non. C'était comme quand un oncle au village décide de dire toute la vérité au deuil, devant tout le monde, même les personnes qui lui avaient dit « Vieux père, on ne parle pas de ça ici ». Lui, il a parlé quand même. Et à partir de ce moment-là, la famille ne respire plus normalement. Exactement comme ici. Parce que, mes chers téléspectateurs, le pays est dans une situation bizarre. Très bizarre. On est comme un taxi qui roule sans frein, mais les passagers continuent de discuter le prix de la course au lieu de paniquer. Ça rit, ça débat, ça fait les analyses, mais personne n'avoue que la pente est raide. Et c'est dans cette ambiance que Maurice Kanto a choisi de jeter sa bombe verbale. Oui, appelons ça comme ça, une bombe verbale. Tu sens que le monsieur avait gardé ça dans son cœur depuis longtemps, comme quelqu'un qui accumule les dettes au bar et décide un jour de dire la vérité au barman avant de s'enfuir. Et je vous dis, mes frères, ce n'est pas la première fois que Kanto parle. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Le ton. L'énergie. La façon. Les mots. On sent que la présidentielle de 2025 a transformé tout le monde en athlète. Même les gens qui ne courent jamais ont acheté les chaussures. Donc chaque parole maintenant ressemble à une balle de pistolet. Pendant ce temps, au Cameroun, le climat politique est tellement tendu qu'on dirait corde de guitare. Tu touches légèrement, ça chante. Tu touches trop fort, ça casse. Et quand Kanto est allé réveiller le Grand Nord avec sa déclaration, le système a tressailli. Les murs ont vibré. Même les climatiseurs dans certains bureaux ministériels ont commencé à transpirer. Parce que, disons la vérité,
le pays est entré dans une période où tout est interprété politiquement. Si tu éternues fort à Yaoundé, quelqu'un à Garoua va dire que c'est un message codé. Si tu marches vite à Douala, quelqu'un va penser que c'est une fuite politique. Si tu prends la parole à Paris, mon frère, c'est un scandale national. Alors imagine seulement, Kanto se lève, devant une salle pleine, micro bien calibré, caméra en HD pointée sur lui, diaspora excitée, et il lâche. Le Grand Nord doit refuser le pire. Et mes amis, vous connaissez le Cameroun. Ça, c'est le genre de phrase qui ramène les gens du sommeil. Qui fait tomber les téléphones dans les mains. Qui arrête les conversations. Qui force les ministres à se réveiller à 2 heures du matin pour envoyer les messages vocaux dans les groupes WhatsApp confidentiels. Et le pire, c'est quoi? Personne ne sait exactement. Mais chacun imagine sa propre version. Certains voient la crise. D'autres voient la succession. D'autres voient leurs ambitions politiques enterrées. Il y a même ceux qui voient leur poste déjà partir comme l'argent oublié au taxi. C'est ça le Cameroun, un pays où une seule phrase peut déclencher 100 interprétations, 1000 analyses et 10 000 commentaires sur Facebook. Un pays où les politiciens marchent comme sur un parquet glissant. Où les journalistes cherchent la vérité comme on cherche le ticket gagnant de la loterie. Et c'est dans ce chaos organisé, ce désordre bien structuré, que Kanto a choisi de frapper. Il n'a pas frappé fort. Non. Il a frappé juste. Il a frappé là où ça fait mal. Là où tout le monde a peur de toucher, la relation entre le pouvoir et la région la plus stratégique du pays. Et mes frères, quand quelqu'un touche un fil électrique à haute tension, même les observateurs ressentent la secousse. Voilà pourquoi, depuis cette sortie, le Cameroun est en agitation silencieuse. Les ministères observent. Les partis politiques tremblent. Les populations murmurent. La diaspora jubile. Les journalistes sourient en cachette. Partie 2, quand le système commence à chauffer les fauteuils du pouvoir. Il n'aime pas les secousses. À mes chers téléspectateurs, c'est ici que l'histoire commence à prendre feu comme plantain sur braise. Parce que dès que Maurice Kanto a prononcé la phrase qui fâche, le Grand Nord doit refuser le pire, les murs même du système ont toussé. Oui, les murs ont toussé. On dit souvent que, quand tu touches le fils de quelqu'un, le père se lève. Kanto, lui, a touché le cœur du système, là où l'état-major politique garde ses secrets comme on garde la sauce jaune au village le jour de funérailles. Dès que la phrase est sortie, mes frères, les couloirs du pouvoir ont commencé à vibrer. Les conseillers ont perdu le sommeil. Les ministres ont commencé à appeler les devins. Même certains directeurs généraux ont pris rendez-vous chez les marabouts de Tsinga pour demander « Est-ce que ce monsieur veut gâter quoi exactement ?» Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un dit une vérité qui pique, les gens n'écoutent pas la vérité, ils veulent d'abord connaître le motif caché. C'est ça même notre pays. Et puis, soyons sérieux, quand Kanto parle du « pire », chacun au sommet entend son propre pire. Les uns pensent que c'est le pouvoir qui vacille. Les autres pensent que c'est leur nomination qui est en danger, à chercher à convaincre. Certains pensent que ce sont leurs privilèges qui menacent de fondre le projet association, démonstration, bref, et peut-être chacun a entendu sa propre catastrophe. Et c'est là que la satire prend forme. Parce que mes frères, au pays de Paul Biya, la vérité est comme piment jaune. Quand tu avales, tu tousses seul dans ton coin, mais tu fais semblant que tout va bien. Tu ne peux pas crier au public. Non. Sinon les autres vont rire de toi. Et pourtant, les signes étaient là. Oui. Les signes. Depuis que le pays est entré dans la saison du remaniement, des frustrations, des candidatures, des démissions déguisées, des guerres froides entre ministres, chaque vérité prononcée devient un coup de tonnerre. Et comme on dit chez nous, quand le ciel est déjà sombre, même l'éclair d'un grillon fait peur. Donc, quand Kanto s'adresse directement au Grand Nord, ce n'est pas seulement une analyse. Non. C'est une alarme. Une alerte rouge. Un klaxon politique. Parce que le Grand Nord, ce n'est pas une région comme les autres. Le Grand Nord, c'est le coffre-fort électoral du Cameroun. C'est là-bas que les élections se décident, que les comptages se font, que les stratégies naissent. Donc quand quelqu'un dit « refuser le pire », ce n'est pas une phrase simple. C'est une phrase qui réveille les lions endormis. Et les lions se sont réveillés, Les porte-paroles du régime ont commencé à sortir des communiqués comme popcorn au micro-ondes. Les analystes pro-gouvernement ont envahi les plateaux télé.
Les « experts improvisés » ont réapparu sur Facebook pour expliquer que Kanto dramatise tout, que le pays va bien, que les problèmes n'existent que dans la bouche de l'opposition. Mais, mes frères, vous savez que quand quelqu'un parle trop pour se justifier, c'est qu'il y a un problème qu'il veut cacher. Vous connaissez la phrase célèbre. Quand tu nies trop fort, c'est que le vrai problème est assis dans ton salon. Et le vrai problème ici, c'est quoi? C'est que le Cameroun est à un point où chaque vérité devient un crime d'opinion. Ou même dire que « le soleil brille » peut être interprété comme une attaque contre le régime. Ou analyser les tensions politiques est considéré comme une provocation. Donc Kanto, en parlant du Grand Nord, a juste fait ce que tout politicien sérieux fait, il a mis le doigt sur la plaie. Mais au Cameroun, toucher la plaie est plus dangereux que la plaie elle-même. Et c'est pour ça que depuis sa déclaration, certains ministres marchent même avec prudence, comme si la terre peut se fâcher avec eux. Certains parlent doucement. D'autres ont oublié leurs propres ambitions. Et d'autres encore observent le silence stratégique, ce silence-là qu'on entend souvent avant que quelque chose n'explose. Et mes frères, entre nous, quand une simple phrase fait trembler un régime, c'est que le régime était déjà fragile avant la phrase. Partie 3. La stratégie de Chiroma, patience, symbole et résistance non violente. Avant d'entrer dans le cœur de cette stratégie, mettons-nous bien d'accord, dans la politique camerounaise, la non-violence n'est pas seulement une philosophie. C'est un exercice physique. C'est comme marcher au marché Mokolo avec un pantalon blanc, il faut un calme intérieur, une respiration profonde, et une maîtrise de soi que même les moines tibétains envieraient. C'est exactement ce que tente Issa Chiroma Bakary depuis son refuge nigérian, garder le zen, garder les nerfs, garder le cap, tout en lançant des bombes symboliques dans les réseaux sociaux comme un prestidigitateur. 1. La non-violence, mais version résistance croustillante. Quand Chiroma écrit « calme, discipline et non-violence », il ne faut pas comprendre qu'il a déposé les armes, non. Il a simplement changé de munition. Il a remplacé les pierres par les communiqués, les marches par les symboles, et les coups de force par les sauts avec armoiries. C'est une stratégie, made in Africa, la résistance douce qui fait plus de bruit que le bruit. Il dit à ses partisans. Ne tombez pas dans leur terrain de la violence, laissez-les danser seuls là-bas. Et pendant que tout le monde observe ce calme zen, lui, de son côté, construit un édifice politique parallèle brique après brique, document après document, nomination après nomination. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit, ne criez pas, mais en même temps il monte sur un toit avec un mégaphone. Le message est doux, mais le geste est tonitruant. 2. La stratégie du spectacle silencieux. Il faut comprendre que Chiroma a appris quelque chose en observant la politique camerounaise pendant des décennies. Ici, ce n'est pas toujours celui qui parle le plus fort qui gagne, mais celui qui installe les signes les plus solides. Il sait que dans un pays où le simple cachet rond peut faire trembler un préfet, utiliser un sceau d'État, même dans un PDF, ce n'est pas un petit geste. C'est une mise en scène. Une chorégraphie symbolique. Une gifle en soi. Et le plus intéressant? Il ne s'énerve pas. Il ne hurle pas. Il ne menace pas. Il parle avec la douceur d'un oncle qui conseille son neveu. Mes enfants, patience, discipline, courage pacifique. Pendant ce temps, les documents apparaissent comme des champignons de saison. Et le message est clair. Si vous ne me voyez pas au palais, ce n'est pas moi qui manque. C'est le palais qui tarde. 3. Le petit gouvernement invisible qui prend forme en silence. La nomination de Maître Ali Sencom n'est pas un acte isolé. Non. C'est un prélude, une ouverture d'opéra. Parce que quand vous nommez un porte-parole, ça veut dire que quelque part, il y a un bureau de communication. Et là où il y a un bureau de communication, il y a une présidence élue supposée fonctionner. Et là où il y a une présidence, il y a forcément une équipe. Et là où il y a une équipe, il y a un gouvernement, même si l'on n'a pas encore dit son nom. C'est comme une maison en construction à PK12. Aujourd'hui tu vois les briques. Demain tu vois les fenêtres. Après tu vois les tôles. Et un matin, tu entends seulement. Nous inaugurons le domicile. Ici, c'est pareil. La présidence élue se construit dans les communiqués, lentement, sans bruit, mais sûrement. À ce rythme, on ne serait pas surpris qu'un jour il annonce. Voici le ministre de la patience stratégique, et voici celui de la non-violence opérationnelle. 4. Le dilemme du régime, comment combattre quelqu'un qui refuse de se battre? C'est ici que la stratégie devient diaboliquement intelligente. Parce que la non-violence,
ce n'est pas juste un choix moral. C'est un piège politique. Dans ce pays-ci, l'État est prêt pour tout type de confrontation, sauf celle où l'adversaire s'assoit, croise les bras et dit « Je ne bouge pas. » C'est vous qui allez transpirer. C'est comme si vous vouliez gifler quelqu'un, mais il se met à sourire. Là, votre main vous-même commence à trembler. En choisissant la non-violence, Chiroma enlève au stade du régime sa principale arme, la légitimité du coup de force. Il pousse le pouvoir à une impasse psychologique. Si le régime le poursuit, Chiroma devient un martyr. S'il ne le poursuit pas, Chiroma gagne en crédibilité. Et s'il le laisse s'exprimer, Chiroma peut structurer une alternative politique sans même sortir de l'exil. Le régime est donc coincé dans un dilemme qu'on pourrait résumer ainsi. Le silence nous affaiblit, la réaction nous enfonce. 5. Le pouvoir parallèle, une arme de désorientation massive. Ce que Chiroma construit n'est pas un parti, ce n'est pas une simple contestation. C'est un pouvoir parallèle, une présidence de l'esprit, une entité invisible qui veut s'installer dans l'imaginaire des Camerounais comme une seconde réalité politique. Et au Cameroun, la réalité est un concept flexible. On peut avoir 2 permis de conduire, 2 factures d'eau, 2 récépissés d'identité, alors pourquoi pas de légitimité politique? C'est là où la stratégie devient rusée. Il sait très bien que le Cameroun est un pays où les symboles sont plus puissants que les discours. Un sauve un meeting. Une nomination écrite, un rassemblement, une armoirie sur un PDF, 20 minutes de discours sur Facebook. 6. Le pari risqué, tenir depuis l'exil, mais tenir quand même. Personne ne doit se tromper, mener une guerre symbolique depuis l'exil, c'est difficile. C'est comme diriger un chantier depuis WhatsApp. Mais Chiroma parie sur un élément simple, la frustration des Camerounais est un carburant. Tant que le peuple sent qu'il y a une alternative qui bouge, même depuis l'étranger, il suit. Le risque, c'est l'essoufflement. Mais pour l'instant, la stratégie du calme plus symbole plus lente construction institutionnelle tient la route comme une Toyota 1992, vieille, mais robuste. En résumé de cette partie 3. Issa Chiroma ne fait pas du bruit. Il joue du piano. Une mélodie lente, posée, mais parfaitement calculée. Il installe une légitimité parallèle non pas en criant, mais en écrivant. Non pas en marchant dans les rues, mais en signant depuis l'exil. Non pas en défiant physiquement, mais en construisant intellectuellement. Et le plus satirique dans tout ça? C'est que le régime a peur de quelqu'un qui leur dit « Restez calme, je suis calme. Mais vous allez sentir ma présence. » Partie 4. Scénarios probables et conséquences pour le pays. Maintenant, asseyons-nous bien, attachons la ceinture comme si on entrait dans un taxi de Ngusso à 21h, parce que ce qui arrive là, c'est la partie où on tire les rideaux et on regarde le Cameroun en face, sans poudre ni maquillage. On va entrer dans les scénarios possibles comme un inspecteur de police qui entre dans un bar clandestin, doucement, mais avec les yeux bien ouverts. Premier scénario, l'escalade symbolique contrôlée, ou encore, la guerre froide à la camerounaise. Dans ce scénario-ci, personne ne crie, personne ne casse, personne ne court. Chacun reste dans son coin, mais les 2 camps manipulent les symboles comme si c'était des machettes spirituelles. D'un côté, Issa Chiroma continue de publier des documents avec sceaux, armoiries et tampons qui brillent comme les diplômes du Kumba University. De l'autre côté, le régime Biya continue de faire comme les parents africains, on voit, mais on fait comme si on ne voit pas. L'État ne parle pas, mais ses yeux parlent. L'opposant ne crie pas, mais ses symboles crient. Et le peuple regarde tout ça comme une série Netflix, épisode 1, président élu, épisode 2, porte-parole officiel, épisode 3, saut mystérieux. Dans un pays normal, ça deviendrait un débat académique. Mais au Cameroun, ça devient un débat de bar. Papa, tu as vu le document là? C'est signé, non? Donc c'est sérieux. Mais signé où? Par qui? Frère, dans ce pays-ci, même les diplômes sortent de n'importe où, tu veux encore quoi? Le danger dans cette situation, c'est qu'on finit par vivre dans 2 réalités parallèles, celle où Paul Biya est au pouvoir, et celle où Chiroma installe calmement un mini-état de poche, façon République de la maison, mais avec armoiries officielles. Le pays devient alors comme un duplex politique où personne ne sait qui habite le rez-de-chaussée et qui occupe l'étage. Deuxième scénario, la répression visible, ou encore, quand l'État dit « assez joué, on va passer aux choses sérieuses ». Ce scénario ressemble un peu au moment où un parent camerounais enlève sa sandale en disant « je t'ai observé ».
Si le pouvoir décide de poursuivre juridiquement Issa Chiroma pour usage abusif de symboles d'État, ce n'est plus le film, c'est la saison finale. Les médias internationaux vont sauter dessus comme les élèves sautent sur l'eau glacée après le sport. Et Issa Chiroma, au lieu d'être un opposant contestataire, devient un martyr politique, un Mandela version extrême nord. Le gouvernement, qui voulait punir, se retrouve à lui faire de la publicité gratuite. Les partisans, qui étaient calmes, deviennent des activistes chauffés comme des beignets dans l'huile. Et la diaspora, qui était silencieuse, devient subitement experte en droit constitutionnel. La répression au Cameroun, c'est comme une grenade dans un taxi, on ne sait jamais où ça va rouler, mais ça finit toujours par exploser quelque part. Le risque politique, transformer un document PDF en bombe médiatique. Troisième scénario, l'usure silencieuse, ou encore, quand le buzz s'éteint comme un groupe électrogène sans carburant. Il faut être honnête, toute résistance en exil dépend de trois choses: le moral, l'argent, et la capacité à rester dans les médias. Malheureusement, ces trois choses-là ont la même durée de vie que les routes de certaines communes, si on n'entretient pas, ça craque. Dans ce scénario, Chiroma continue à publier, à déclarer, à nommer, mais le public finit par se fatiguer. Parce qu'un peuple qui vit. La vie chère. Les coupures de courant. Les embouteillages scolaires. Les prix du carburant. Ne peut pas rester éternellement concentré sur les tampons et signatures symboliques. La vraie question c'est, est-ce que Chiroma peut tenir une guerre d'usure depuis l'exil? Parce qu'à un moment, si le gouvernement ne répond pas, que les médias internationaux ne parlent pas, et que les partisans se dispersent, le mouvement peut perdre son souffle sans même que quelqu'un ne le touche. Comme on dit chez nous, même la pluie arrête quand le ciel lui dit stop. Ce scénario est souvent le préféré des pouvoirs africains, laisser le temps faire le travail que la police aurait fait trop bruyamment. Quatrième scénario, l'entrée des arbitres internationaux, ou alors, quand l'oncle de la famille intervient dans le problème des enfants. Le Cameroun est habitué à gérer ses problèmes en famille, derrière les rideaux, sans témoins. Mais si la communauté internationale se réveille un matin avec l'envie de parler l'Union européenne, l'Union africaine, Washington, Paris, tout ce groupe-là, alors tout change. Une déclaration maladroite, un rapport, une mission diplomatique, et subitement, le débat qui était cantonné aux réseaux sociaux devient une affaire de démocratie régionale, bonne pratique, stabilité sous-régionale. C'est à ce moment-là que les acteurs commencent à se regarder différemment. Le pouvoir se dit, ah, donc le monde nous regarde maintenant. L'opposant se dit, voilà, maintenant le match commence. Et le peuple dit, vraiment, ce pays-ci est un feuilleton. Mais il faut faire attention, l'ingérence internationale n'est jamais gratuite. Chaque déclaration diplomatique a un prix. Et le Cameroun, avec ses multiples équilibres politiques, sécuritaires et économiques, est un dossier trop sensible pour être manipulé à la légère. En résumé, dans cette partie 4, le Cameroun marche sur un fil très mince. Un fil où un document peut déclencher une crise. Un silence peut créer un malentendu. Une répression peut enfler un mythe. Un exil peut devenir une plateforme politique. Et un régime peut se retrouver face à une paralégitimité qui gagne du terrain sans tirer un seul coup de feu. C'est ça le Cameroun, un pays où même le symbole a une trajectoire politique, où même un sceau peut devenir un instrument de combat, et où même le silence peut parler dans un mégaphone. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. Somme toute, nous ne sommes plus dans le simple contentieux électoral, nous assistons à la construction d'une géographie symbolique du pouvoir. Qui aura le dernier mot sur les symboles, la loi écrite ou la croyance populaire? Et surtout, la légitimité se décrète-t-elle par le sceau d'un document ou par la confiance du peuple? Dites-nous, si demain vous voyez deux sceaux différents, lequel vous convaincrait le plus? Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo, likez si vous souhaitez plus d'enquêtes approfondies, et abonnez-vous à Kame News pour suivre la suite des événements. Journalistiquement, nous restons fermes, vérifier, recouper, nommer les sources et éviter l'incitation à la violence. Ici, la satire sert à écorner les puissances et réveiller l'esprit critique, mais jamais à enfumer les faits. Merci d'avoir écouté, restez vigilants, et surtout, gardez votre sens critique allumé comme une lampe de brousse.